Cela change les familles, car au lieu de disputes, de colère, de réactions violentes dues à la neuroinflammation, où l'on souffre déjà d'un état de base, on se rapproche les uns des autres de manière plus apaisée. Les enfants dorment mieux et la famille aussi dort mieux. On se dispute encore, mais on s'excuse ensuite, ou alors c'est plus rare. Et on y réfléchit davantage, et je le constate à tous les niveaux et dans de nombreux témoignages. Ce n'est pas le gouvernement fédéral, car nous sommes dans l'Union européenne. C'est Madame von der Leyen, la Commission européenne, qui décide de ce qui est essentiel ou non. Donc c'est elle, ou plutôt la Commission européenne, et non la nature, qui décide de ce qui est essentiel. En fait, c'est la nature qui le fait. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Elle a déjà pris cette décision il y a 4,2 milliards d'années. Que le lithium soit essentiel, je le prouve dans mon livre. Depuis 4,2 milliards d'années, le lithium est définitivement essentiel. Dans tout le règne du vivant, donc du ver de terre jusqu'au séquoia, du champignon jusqu'à l'homme, partout, on retrouve les mêmes comme mécanismes moléculaires qui sont essentiels au fonctionnement de tous ces organismes, et ce, pour tous les organismes, même les bactéries. Tous ont besoin d'un peu de lithium qui est aussi présent partout en faible quantité. En Allemagne, nous avons en moyenne une carence 10 à 20 fois supérieure par personne, ce qui affecte le cerveau. Nous revenons à la neuroinflammation. Nous mettrons le lien en bas, signez la pétition. Vous venez d'évoquer la neuroinflammation. C'est en fait une transition parfaite pour ma prochaine question. Et il y a quelques années, je les ai associés au terme de neurones index. Ce sont donc ces cellules nerveuses, si j'ai bien compris, veuillez me corriger si je me trompe, qui soutiennent notre identité, mémoire, enracinement et orientation mentale. Et ils ont été mis sous stress par la vaccination contre le Covid. Et maintenant, de l'autre côté, il y a le lithium qui serait justement cette substance qui protège ou soutient ces cellules. Maintenant, je me pose justement cette question gênante. Sommes-nous en train de perdre systématiquement le contrôle sur notre pensée? Ce n'est pas un hasard. Vaccination Covid, brouillard cérébral, carence en lithium non reconnu comme oligo-élément essentiel. Y a-t-il un système derrière tout ça? Je dirais que oui. Alors, ce qui est certain, c'est que cela profite évidemment à l'industrie pharmaceutique. Alors, premièrement, ils ont gagné énormément d'argent grâce à ces injections d'ARNM, grâce au diagnostic et à toutes ces choses. Donc, beaucoup d'argent a été gagné là-dedans. Disons, en rendant les gens malades. Et on gagne encore plus d'argent avec des personnes malades, parce que toutes les maladies secondaires nécessitent évidemment aussi des médicaments. En ce sens, c'est comme exploiter une mine d'or. J'ai évoqué la loi du maximum et du minimum. Tout devient poison à forte dose, et certaines choses me sont toxiques, même à faible dose. Mais par exemple, le potassium est un oligoélément essentiel, reconnu. Pourtant, il est utilisé dans l'injection létale aux États-Unis et à forte dose cause un arrêt cardiaque. Cela signifie que chaque élément, même les éléments essentiels, comporte en lui le risque de toxicité. Ils sont sans doute toxiques car ils remplissent des fonctions essentielles dans notre corps. Et si on en abuse, cela devient nocif pour nous. Et cela veut dire que la loi du minimum dit que nous avons besoin de potassium. Sans potassium, nous ne pouvons pas vivre, c'est essentiel. La loi du maximum dit, en cas d'abus ou de surdosage, facteur 50 ou 100, cela devient toxique et risque d'entraîner un arrêt cardiaque. Là non plus, nous ne pouvons pas vivre. Entre le maximum et le minimum, il y a l'homéostasie, où nous régulons métabolisme et fonction cérébrale. Aussi la fonction de notre centre de mémoire autobiographique. Aussi la production quotidienne des neurones index. Voilà. Et maintenant, revenons à la loi du maximum et à la loi du minimum. Ce dont nos neurones index ont besoin, c'est de lithium. Le lithium active par exemple leur production. En même temps, il inhibe la neuroinflammation qui entraîne la paralysie de la production des neurones index. Très brièvement, les neurones index eux-mêmes constituent notre mémoire de l'espace et du temps. Tout ce que nous vivons et pensons s'inscrit toujours dans un continuum espace-temps, ce qui nous donne une vraie orientation. Et la première chose qui est détruite, et c'est là que commence aussi la maladie d'Alzheimer, c'est la production des neurones index. Les neurones index sont la clé pour comprendre la maladie d'Alzheimer,
C'est pourquoi, par exemple, les personnes au tout début de la maladie d'Alzheimer perdent leur mémoire espace-temps. Ils oublient de soudain comment rentrer chez eux après le travail, bien qu'ils l'aient fait des années, car ils perdent la mémoire des lieux. Les neurones index sont essentiels pour comprendre la maladie d'Alzheimer. C'est pourquoi je me consacre à ce sujet depuis des décennies, car cette maladie est en partie évitable. Ce serait bien sûr, parce que la maladie, comme je l'ai déjà dit, est totalement contre nature. Et maintenant, pour répondre à la question, le lithium est interdit, c'est-à-dire que la loi du minimum est en quelque sorte violée. On ne reconnaît pas qu'il manque quelque chose d'essentiel. Cela signifie que notre cerveau est déjà fortement sollicité dès le départ à cause du manque de lithium. En même temps, la loi du maximum. Ce dont notre cerveau n'a absolument pas besoin, ce sont des protéines spike toxiques qui déclenchent une neuroinflammation. Et cela, on le savait déjà avec le syndrome respiratoire aigu sévère, COV1, donc quand il n'y avait que le syndrome respiratoire aigu sévère COV, parce qu'on ne connaissait pas encore le 2. Donc le syndrome respiratoire aigu sévère, COV1, cela a déjà été publié, affecte la mémoire autobiographique, bloque la neurogenèse, la formation de nouvelles cellules cérébrales, donc des neurones index dans l'hippocampe, qui est notre centre de la mémoire autobiographique. On savait tout cela. D'un côté, il y a la loi du maximum, des dommages causés par ce qui ne nous convient pas, n'est pas bon pour notre corps. Et cela même à faible dose. Donc, il n'existe pas de protéine spike essentielle, chaque protéine spike est déjà toxique, et en même temps, il y a la loi du minimum, le lithium manque, et cette combinaison est évidemment extrêmement problématique pour notre cerveau. Donc, si je souhaite désactiver le centre de la mémoire autobiographique chez l'homme, et j'ai déjà mentionné que ce centre est aussi celui du système immunitaire mental, alors je dois peut-être expliquer un peu plus. Le système immunitaire mental peut être comparé à notre système immunitaire physique. Le système immunitaire physique a une certaine expérience. Elle a été transmise, par exemple, à quoi ressemble un coronavirus. Donc, notre système immunitaire sait déjà, depuis au moins 100 millions d'années, à quoi ressemblent les coronavirus. Parce que déjà, l'ancêtre commun de l'homme et de la souris avait déjà un récepteur pour les coronavirus, et il est identique entre les deux espèces, et cet ancêtre commun date d'il y a entre 60 et 100 millions d'années. À cette époque, l'ancêtre commun de la souris et de l'homme existait déjà, d'où ont évolué leurs lignées. Cet ancêtre devait déjà posséder ce gène et la protéine associée, puisqu'ils les ont tous deux. C'est une partie innée de notre système immunitaire. Mais face à de nouveaux virus, nous développons une réponse spécifique. C'est le système immunitaire adaptatif. Notre système immunitaire mental agit de façon similaire. Nous avons des mécanismes innés, que nous appelons des instincts, qui déterminent notre comportement. En même temps, nous sommes aussi capables d'apprendre et nous pouvons, pour ainsi dire, dépasser nos instincts et réagir différemment de ce que nos instincts nous dicteraient dans une situation donnée. Si nous sommes attaqués, nous pouvons riposter immédiatement par instinct, agissant sous l'émotion. Mais nous pouvons bien sûr aussi réagir consciemment et dire « Non, ce n'est pas une bonne mesure pour favoriser la paix. Parlons plutôt du problème. Recule, discutons du sujet au lieu d'en venir aux mains. » Le système immunitaire mental est donc nécessaire. C'est-à-dire que le système immunitaire physique agit contre les micro-organismes et le système immunitaire mental, je dis toujours, est pour les macro-organismes qui pourraient nous être nuisibles. La plupart du temps, ce sont des personnes. Et ce système de protection, c'est justement le fait que nous puissions réfléchir, que nous puissions nous poser des questions et surtout que nous puissions nous mettre à la place de la personne qui nous fait face, donc notre adversaire. Et nous pouvons réfléchir à ce qu'elle a l'intention de faire, quelles sont ses intentions. Et pour cela, nous avons besoin de notre système immunitaire mental. Pour cela, nous avons besoin de notre mémoire et de nos expériences. Nous avons besoin d'une certaine curiosité, d'une volonté de nous mettre à la place de l'autre. Et nous devons planifier comment utiliser notre compréhension pour donner la réponse appropriée afin que l'autre ne nous frappe pas ou quoi que ce soit d'autre. Cela signifie que ce système immunitaire mental est une condition fondamentale pour être humain, pour la coexistence humaine, pour la vie sociale. Et la condition fondamentale pour son fonctionnement est la production des neurones d'index, parce que ce sont eux seuls qui nous permettent de nous lever chaque jour avec de nouvelles pensées, d'avoir envie de nouvelles idées, d'être curieux. Les neurones d'index sont la corrélation neuronale de la curiosité, de la résilience et de la capacité de réflexion.
Et si l'on part du principe que la protéine spike endommage cela et qu'en même temps le lithium ne prévient pas ce dommage parce qu'il n'est pas présent, parce que nous en manquons, alors nous avons bien sûr une combinaison qui est vraiment problématique. Et lorsque j'ai écrit mon livre à l'époque, Le cerveau endoctriné, et que j'ai décrit assez en détail les dommages causés par la protéine spike et leurs effets sur la psyché humaine et sur les relations humaines, on m'a alors souvent demandé, oui, que peut-on faire contre cela? J'ai dit qu'il y a beaucoup à faire. Donc parler du minimum ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule solution, mais que la somme de toutes ces mesures est importante. Mais ce qui m'est devenu relativement vite clair, c'est que bien sûr le lithium aide ici parce que la neuroinflammation est quelque chose qui est naturellement régulé par le lithium. Ainsi, chaque mauvaise nouvelle ne nous bouleverse pas aussitôt. Oui, que nous puissions en quelque sorte réfléchir face aux menaces ou à la propagande de la peur qui nous assaille quotidiennement, que nous puissions les considérer de manière réfléchie. Que nous puissions dire, d'accord, on essaie de me faire peur maintenant, d'accord, oui, mais quelle est la réalité, la menace réelle et existe-t-il des alternatives? Que disent d'autres à ce sujet? Je suis une machine d'apprentissage social, comme tout être humain, nous observons et écoutons les idées des autres. Les médias traditionnels proposent-ils une seule idée ou existe-t-il d'autres médias et experts avec un avis différent? Je peux ensuite peser le pour et le contre pour voir ma réaction. Mais pour cela, j'ai besoin d'un système immunitaire mental qui fonctionne. Tous ceux qui nous écoutent actuellement ont un système immunitaire mental sain. Et je voudrais juste ajouter rapidement ceci. Quand on a un système immunitaire mental sain, ce pouvoir s'accompagne aussi de responsabilités. Oui, et la responsabilité serait par exemple de participer à ma pétition. Il fallait que je le glisse ici. Et j'essaie de le résumer à ma façon. Nous vivons avec un esprit complètement affaibli sans même nous en rendre compte. Et socialement, nous sommes dans une sorte d'hypnose collective. Et il semble que c'est précisément cet oligo-élément qui manque. Parce que sinon, nous serions plutôt capables de nous engager de manière plus empathique avec les autres, d'être moins anxieux, plus curieux, et aussi d'accepter d'autres perspectives, de traverser la vie avec plus d'empathie. Peut-on résumer cela ainsi? Oui, même si j'exclurais même le mot empathique. Selon Kahneman, l'empathie fait encore partie du système 1, donc d'un instinct inné. Notre empathie naturelle est également essentielle. Mais ce que je veux dire, c'est plutôt ce que je considère comme de la compassion rationnelle, c'est-à-dire que je ne peux être empathique que pour quelqu'un qui souffre directement devant moi. Donc dans mon livre, Le cerveau endoctrinant, j'en parle très en détail. L'empathie, c'était comme un projecteur, j'occulte tout le reste et je ne regarde que celui qui a un problème devant moi. Quelqu'un tombe de vélo, je cours, il se casse la jambe ou il a la peau écorchée, j'y vais tout de suite et je veux l'aider. Je ne réfléchis même pas vraiment, je le fais tout simplement. Je veux dire que nous nous mettons consciemment à la place des autres. Quelles sont leurs intentions, leurs objectifs? Des parties belligérantes qui s'opposent, partenaires de négociation en affaires ou membres de la famille, chacun avec son propre agenda. Et puis, tout à coup, on se retrouve à nouveau à sa fête d'anniversaire, une fois par an, et il faut gérer toutes ces différentes personnalités. Et on ne peut le faire que si on se met rationnellement à la place des gens. Ce n'est pas de l'empathie, mais c'est en fait le fait de se mettre à la place de l'autre, ce qu'on appelle en anglais le perspective taking, c'est-à-dire essayer d'adopter la perspective de l'autre, voir le monde à travers ses yeux, afin de trouver un compromis dans la manière dont on discute, s'exprime et reste dans la conversation. Et c'est ce que j'appelle aussi la capacité à faire la paix, donc la capacité réelle à instaurer la paix. Et ce n'est pas vivre dans un monde paisible où tout est joyeux, mais vraiment une capacité à instaurer la paix, ce qui permet aussi d'accepter la critique. Et c'est précisément ce qui est perturbé dans notre société, à tous les niveaux, jusqu'au plus haut niveau du gouvernement, je dirais. C'est pourquoi nous n'organisons pas de véritables discussions avec toutes les parties quand des problèmes apparaissent. Même pour le Covid, à la télévision, on ne voyait toujours que les experts achetés et pas ceux qui avaient réellement un avis différent et qui pouvaient aussi se faire entendre. C'était insupportable, on ne voulait pas supporter ça. Et là, je dois dire qu'il manque un peu de système immunitaire mental, oui, de fonctionnement. Parce que nous voulons, enfin, la société ne peut avancer sainement que si ses membres sont en bonne santé.
Et la santé, ce n'est pas seulement la santé physique, mais en fait la santé mentale, le système immunitaire mental, et qu'on nous prive de lithium depuis les années 50. Depuis cette époque, c'est interdit. En fait, déjà à la fin des années 40, en 1949, on l'a interdit. Et précisément l'année où un célèbre médecin qui a redécouvert le traitement du trouble bipolaire, pour ainsi dire, avec le lithium dans son article scientifique majeur de 1949 a déclaré: il suppose que le lithium est essentiel et qu'une carence dès l'enfance provoque un trouble bipolaire. Et dans mon livre maintenant, dans mon nouveau, je le prouve aussi que c'est effectivement le manque de lithium dans l'enfance qui est une cause contributive au développement d'un trouble bipolaire. Cela veut dire que ces découvertes, et ce n'est qu'une parmi tant d'autres pour la médecine, vont révolutionner la médecine. Pour répondre à votre question, cela va aussi révolutionner la vie en société en contribuant à un système immunitaire mental plus sain. Une humanité dotée d'un système immunitaire mental sain agira différemment de celle qui en est dépourvue. Très intéressante votre explication, Dr Nels. Le lithium est aussi une matière première qu'on retrouve dans les voitures électriques. Cela devrait aussi permettre à notre cerveau de progresser. Cela me paraît fascinant, mais aussi un peu effrayant. Eh bien, c'est toujours la question qu'on me posait aussi au début. De temps en temps, on me demandait en plaisantant: est-ce que je dois sucer la batterie de mon téléphone si je veux du lithium? Et pour beaucoup, c'était aussi très surprenant qu'un élément dont notre corps a besoin, donc en quelque sorte dont un mécanisme biologique a besoin, soit utilisé dans l'industrie. Mais en y regardant bien, c'est vrai pour tous les éléments. Ce n'est pas comme si la nature avait fabriqué des éléments ou les avait développés dans la poussière d'étoiles. Nous sommes en fait de la poussière d'étoiles. Le lithium serait apparu très tôt dans l'univers, comme l'hydrogène et l'hélium. Ces substances sont exploitées par la nature pour ces processus, mais l'industrie y voit aussi un intérêt. Donc si quelqu'un a une carence en fer, je ne lui dis pas non plus de grignoter une grille en acier, mais le fer est utilisé dans la production d'acier. Et le cuivre est essentiel pour nous. Et pourtant, ici aussi, les gouttières sont en cuivre. Et c'est pareil avec le lithium, c'est un élément naturel qui a trouvé son usage en sciences, recherche et industrie. Et c'est par exemple très intéressant. La quantité de lithium dans une batterie de téléphone équivaut à la dose annuelle nécessaire pour une personne. Pour une voiture, c'est même davantage. Donc là, 500 personnes pourraient être approvisionnées en lithium pendant 100 ans avec une voiture électrique, une voiture moyenne. Mais la vraie question à se poser en société, s'il faut choisir, c'est: voulons-nous des smartphones, téléphones intelligents ou cerveaux intelligents? Je prendrais des cerveaux brillants. Et tous ceux qui nous écoutent ici et qui pensent que nous devrions avoir des cerveaux intelligents, veuillez signer la pétition. C'est très important. Oui, je devais le rappeler encore une fois. Désolé. Qu'est-ce qui a changé dans votre propre vie suite à cette découverte qui semble vraiment révolutionnaire que vous avez maintenant étudiée? Donc pas seulement scientifiquement, mais aussi humainement? Beaucoup de choses. Je le remarque sur moi-même. Je prends du lithium depuis plus de 10 ans et je me souviens d'avant. J'ai passé mon habilitation en génétique moléculaire et mon travail a été publié partout dans Nature et Sciences, donc dans des revues de haut niveau, et il a même été honoré par la Société américaine d'immunologie comme un pilier de l'immunologie. C'était vraiment de haut niveau. Et si vous me demandiez maintenant, combien de fois avez-vous reçu une conférence à ce sujet sur votre découverte vraiment révolutionnaire, donc vraiment une découverte scientifique fondamentale? Une seule. J'avais si peur de cette conférence que j'en ai cassé des dents la nuit. J'avais déjà commencé avec moi-même, j'avais le trac, j'avais une peur panique de la scène. Je n'ai quasiment jamais donné de conférence. Une seule conférence sur un travail regroupant 15 publications, honoré aux États-Unis comme pilier de l'immunologie. Je connais des chercheurs qui n'ont qu'un travail et donnent de nombreuses conférences à ce sujet. Chez moi, c'était l'inverse, et j'avais le trac, qui a disparu depuis que je prends du lithium. Je le remarque aussi dans ma famille. Mes enfants et les autres sont beaucoup plus courageux. Ils affrontent la vie avec plus de courage depuis qu'ils prennent du lithium. Et c'est aussi ce que me raconte un pédiatre avec qui je travaille en étroite collaboration depuis presque 2 ans, avec qui j'ai déjà fait quelques vidéos. Il dit que cela change les familles, parce qu'au lieu de disputes, de colère,
de réactions violentes dues à la neuroinflammation, où l'on souffre déjà comme état de base, on se rapproche les uns des autres de manière plus apaisée. Les enfants dorment mieux et la famille aussi dort mieux. On se dispute toujours, mais on s'excuse ensuite, ou alors c'est plus rare et on y réfléchit davantage. Et je le vois à tous les niveaux et dans tellement de témoignages. Mais ça, on le sait déjà depuis longtemps. Ce n'est pas comme si je l'avais inventé moi-même, j'ai juste relié les points entre eux. Bien sûr, j'ai eu accès maintenant à des travaux scientifiques qui n'existaient pas il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans déjà, il y avait une demande impressionnante de Gerhard Schrauser, un biochimiste de Munich, qui a ensuite travaillé à San Diego. J'ai fait mon postdoc là-bas et il me semble qu'on y était en même temps. Il dirigeait un institut et avait déjà publié en 2002 « C'est un oligoélément essentiel, nous devons tous en prendre ». Et il a aussi mené des études à ce sujet que j'ai toutes intégrées dans mon livre. Mais 20 ans plus tard, ou 22 ans plus tard, lorsque j'ai commencé à écrire le livre, il y avait bien sûr beaucoup plus d'informations que j'ai pu toutes intégrer maintenant. Et ce qu'il soupçonnait déjà à l'époque est maintenant une certitude absolue. C'est essentiel et cela va changer notre vie. Que conseilleriez-vous, docteur Nels, à une personne en dépression qui pense « il me faut absolument ce produit, je ne peux pas attendre la pétition ». Y a-t-il un raccourci